Bonjour tout le monde, bienvenue à ce webinaire de la Société Santé en français intitulé Exploration de la mise en œuvre de l'approche de la santé dans toutes les politiques. Mon nom est Nathalie Boivin, je suis agente des communications et de mobilisation des connaissances à la Société Santé en français et il me fait plaisir d'être votre animatrice aujourd'hui. Avant d'aller plus loin, permettez-moi de faire une reconnaissance, à savoir que je reconnais que je me situe sur les territoires traditionnels non cédés des Malécites et des Micmacs. Ce territoire est visé par les traités de paix et d'amitié que les Malécites et les Micmacs ont d'abord conclus avec la couronne britannique en 1725. Les traités ne comportaient pas de clause relative à la cession des terres, mais reconnaissaient le titre de Micmac et Malécite et définissait les règles quant à ce qui devait être des relations durables entre les nations. Avant d'aller plus loin, quelques mots sur la Société Santé en français. La Société Santé en français, c'est un mouvement national mobilisateur qui, par la force de ses 16 réseaux provinciaux, territoriaux et régionaux, a pour objectif de promouvoir le développement de la santé en français des communautés francophones et acadiennes vivant en situation de minorité linguistique au Canada. 3 objectifs sont poursuivis par les webinaires. Offrir un meilleur accès aux nouvelles connaissances, faciliter la prise de décision éclairée par les données probantes et favoriser les interactions entre producteurs et utilisateurs de connaissances. La série de webinaires vous est offerte grâce au financement de Santé Canada. Aujourd'hui, nous avons le plaisir d'accueillir 2 conférencières, Lucie Lemieux et Lise Renaud. Lucie Lemieux est médecin de formation. Elle détient une maîtrise en gestion des services de santé. Elle a travaillé en médecine familiale, en santé sexuelle et reproductive, de même qu'en santé publique. Elle a été directrice de la santé publique de la région de l'Outaouais au Québec et médecin conseil de l'équipe de politique favorable à la santé à l'Institut national de santé publique du Québec. Elle a travaillé comme gestionnaire de projet et consultante pour des projets de santé internationale. Elle continue toujours d'ailleurs d'agir comme consultante en santé internationale et est présidente du conseil d'administration du REFIPS, soit le réseau francophone international en promotion de la santé. Notre deuxième conférencière d'aujourd'hui, Lise Renaud, est sociologue de formation. Elle détient un doctorat en éducation à la santé. Elle a travaillé en santé publique à la direction de la santé publique de Montréal-Centre, puis est devenue professeure au département des communications de l'Université du Québec à Montréal, où elle a fondé Comme Santé, Centre de recherche sur la communication et la santé. Elle allie intervention et recherche auprès de différentes clientèles cibles telles que les jeunes, les analphabètes, les autochtones et les femmes défavorisées. Ces interventions ont trait à diverses thématiques comme les habitudes de vie, la qualité de vie, aspect psychosocial, dissémination des pratiques cliniques. Alors, nous avons 2 conférencières de qualité avec nous aujourd'hui. Avant de leur céder la parole, j'aimerais procéder à quelques éléments de logistique pour vous rappeler à tous que vous êtes présentement en mode sourdine, mais que tout au long de ce webinaire, vous pouvez participer par écrit en utilisant la boîte de conversation au bout de l'écran ou la case Q et R. Il y aura aussi quelques sondages interactifs en cours de webinaire. Ils sont facultatifs et anonymes. On vous invite à y participer. De même, sachez que toutes les ressources, soit la présentation des conférencières ainsi que l'enregistrement du webinaire d'aujourd'hui, seront accessibles sur le site de la Société Santé en français dès la semaine prochaine. Procédons par un premier sondage, question de savoir qui est derrière l'écran aujourd'hui. Lançons le sondage interactif. Donc, vous voyez la première question.
Avez-vous participé au webinaire du 14 avril dernier portant sur l'approche de la santé dans toutes les politiques offert par Dr. Lucie Lemieux? Alors, cochez la réponse qui vous correspond. Question 2. À quel niveau exercez-vous vos activités? Municipales, régionales, provinciales, nationales ou internationales? Merci de cocher. Faites défiler la bande gris foncé aux côtés de la case pour atteindre la troisième question qui est « Dans quelle région vous situez-vous? Dans l'Est du Canada, le centre du Canada, l'Ouest, dans l'un des trois territoires canadiens, aux États-Unis, en Amérique centrale ou les Caraïbes, en Europe, en Afrique, en Asie ou autre. » Alors, vous pouvez cocher maintenant. Et en attendant que les réponses soient compilées, j'aimerais vous souligner que c'est très intéressant de constater que nous avons des participants d'un bout à l'autre du Canada aujourd'hui et dans différentes parties du monde, que plusieurs d'entre vous êtes soit des étudiants, des étudiantes, des gens qui œuvrent au sein des gouvernements, des décideurs, des professionnels de la santé, ainsi que des gestionnaires. Alors, nous avons une belle variété d'intervenants aujourd'hui. Alors, les réponses à vos sondages vont nous apparaître sous peu. Alors, vous voyez que la majorité d'entre vous avez participé au complet à la session du 14 avril dernier à raison de 56 %. On est très heureux de vous accueillir pour la suite aujourd'hui. Et que concernant vos activités, alors, c'est très varié. 22 % d'entre vous agissaient au niveau municipal ou local, 26 % au niveau régional, 15 % au niveau provincial ou territorial, 22 % au niveau national et 15 % au niveau international. Quant à la région de laquelle vous provenez, on voit que la majorité provient de l'Est du Canada, un peu moins dans le centre, l'Ouest, pas de participants du côté des États-Unis, quelques participants du côté de Haïti, 11 % des participants du côté de l'Europe, 26 % du côté de l'Afrique, aucun participant de l'Asie. Alors, merci beaucoup d'avoir participé à ce premier sondage interactif. Maintenant, je vais cesser le partage de mon écran et je vais inviter nos conférencières du jour à débuter leur présentation. Merci beaucoup. Merci Nathalie. Alors, je vais partager mon écran comme ceci. Voilà, je vais mettre ça en mode présentation. Voilà. Alors bienvenue à nouveau à notre webinaire où on va essayer de voir un peu plus comment on met en œuvre l'approche de la santé dans toutes les politiques. Alors, attendez que je pèse sur le bon bouton ici. Ça ne marche pas. Pourquoi ça ne marche pas? Voici, ça commence. D'accord. Alors, un petit plan de la présentation pour aujourd'hui. Une très brève introduction. Un retour théorique, surtout sur les notions qu'on a pu voir lors du premier webinaire. Et ensuite, une mise en situation qui va vous faire en sorte de vous demander de répondre à 2 questions par rapport à la mise en situation. Ensuite, on va vous présenter la réponse que Mme Renaud et moi avons concoctée, disons, pour notre mise en situation. Puis, on aura le temps pour quelques ajouts, contributions et questions des participants avant de passer à une conclusion. Il y a quelque chose qui m'échappe parce que je ne suis pas capable de changer mes diapositives. Alors, l'introduction, bien, on a, lors d'un webinaire précédent, présenté les grandes lignes de l'approche santé dans toutes les politiques, mais là, on va essayer de passer un peu sur une façon plus concrète là, dont l'approche peut se réaliser dans les différents milieux dans lesquels vous évoluez. Et on va donc passer tout de suite à un retour théorique et je vais passer la parole à Lise Renaud pour nous poser des questions, mais je vais mettre ça à l'écran ici. Bonjour, ça serait bien de faire le son. On va faire un petit sondage avec vous. Vous allez répondre à vrai ou faux.
On va attendre que Sérivan nous mette le sondage. Mais je pense que tu peux lire la question en attendant quand même, Lise. Parmi les éléments, on a mis quelques éléments. Il y a quelques éléments ci-dessus qui caractérisent l'approche de la santé dans toutes les politiques. Vrai ou faux? Celle consiste essentiellement en l'écriture de règlements et de lois en matière de santé. Vrai ou faux? L'approche de la santé dans toutes les politiques favorise la responsabilisation des secteurs autres que la santé dans l'amélioration de la santé, du bien-être et de l'équité. Vrai ou faux? L'approche de la santé dans toutes les politiques permet l'atteinte d'objectifs au-delà de la santé et du bien-être. Vrai ou faux? Maintenant, faites glisser la petite languette grise à votre droite vers le bas. Et vrai ou faux? L'approche de la santé dans toutes les politiques vise d'abord le niveau décisionnel central. Vrai ou faux? L'approche de la santé dans toutes les politiques fait intervenir des partenaires autres que gouvernementaux. Et maintenant? Merci, Lise. On va voir un peu les réponses que les gens ont répondu, la façon dont les gens ont répondu, puis on va pouvoir prendre chacune des... Alors, la première, vous avez dit faux. La deuxième, vous avez dit vrai. Ensuite, la troisième, vous avez dit que c'était vrai. La quatrième, attendez, est-ce que je peux le voir? Moi, oui. La quatrième, vous avez dit que c'était faux et la dernière aussi. Voilà. Bon, alors, on va les prendre une par une. Et je pense que je peux fermer le résultat du sondage et je vais passer à la prochaine diapo. Voyons comment ça se fait. Voilà. Alors, écoutez, vous avez raison, les éléments parmi les éléments qui caractérisent l'approche santé dans toutes les politiques, bien, c'est faux que ça consiste essentiellement à l'écriture de règlements et de lois en matière de santé, parce que le terme politique là, inclut un large éventail d'actions d'une autorité publique, là, quel que soit le secteur ou le niveau d'intervention. Donc, on disait, ça peut être un budget, ça peut être un plan d'action. Il y a différentes formes que peuvent prendre les politiques publiques. La deuxième question, le deuxième énoncé est vrai, et c'est ce que vous avez répondu en la grande majorité. Donc, ça favorise la responsabilisation des secteurs autres que la santé dans l'amélioration de la santé, du bien-être et de l'équité. Et oui, une des choses très intéressantes de cette approche-là, c'est que ça favorise la compréhension par les autres secteurs, les secteurs autres que la santé, de l'impact de leurs décisions sur les déterminants de la santé. Mais inversement aussi, puis on ne l'a pas mis dans l'énoncé, ça demande que le secteur de la santé lui-même développe une compréhension plus large de la contribution des actions des autres secteurs et de leurs enjeux. Et ça permet donc d'avoir un dialogue et une façon de travailler ensemble qui est un peu plus collégiale, je dirais. Le troisième énoncé est vrai, et c'est ce que vous avez répondu. Ça permet d'atteindre des objectifs qui vont au-delà de la santé et du bien-être. Et ça permet donc, ça s'appuie sur une vision commune et des objectifs partagés. Ça fait partie, ça, des façons de travailler, c'est de dire bien, comment on fait pour que tout le monde trouve des bénéfices. Et il faut se rappeler évidemment que des objectifs qui relèvent des autres secteurs sont potentiellement favorables à la santé. On peut donner le simple exemple de la réussite scolaire qui est un déterminant important de la santé. Donc, c'est bon pour la santé que les gens réussissent à l'école. Et le quatrième énoncé, c'était que ça vise d'abord le niveau décisionnel central, et vous avez tout à fait raison en répondant faux. Ça vise tous les paliers décisionnels et d'action, puis ça vise aussi des acteurs qui sont non gouvernementaux, mais qui peuvent prendre des décisions qui visent un nombre de personnes ou des choses qui touchent le secteur public et qui pourraient avoir des impacts sur la santé. Et enfin, le dernier énoncé est
fait intervenir des partenaires autres que gouvernementaux. Vous avez répondu faux, puis vous avez en partie raison, c'est un peu ambigu, à moins que je me sois trompée. Je pensais C'est trompé, Lucie, ont répondu vrai en majorité. Parfait, mais ils ont raison. C'est ça. Mais c'est sûr qu'il faut faire intervenir des partenaires beaucoup plus larges, comme les organisations de la société civile, les organismes communautaires, des entreprises, des fondations. Ça permet de profiter de savoirs de différents types, mais ça permet aussi de mettre en commun un éventail de ressources un peu plus large pour développer puis éventuellement réaliser des plans d'action, parce qu'on veut avoir la compréhension d'un large éventail d'acteurs, mais aussi, quand on va mettre en œuvre un plan d'action, s'il y a des contributions assez diversifiées, ça permet d'avoir probablement plus d'impact dans nos actions communes. Je pense que ça nous permet d'arriver à la deuxième question. Félicitations, vous avez bien intégré les notions du webinaire dernier, ou bien nos questions étaient trop faciles. Mais mieux la première, vous avez bien intégré. Vrai ou faux? Et là, Sévérin va encore nous mettre le sondage. Les actions ci-dessous favorisent une mise en œuvre réussie de l'approche de la santé dans toutes les politiques, vrai ou faux, démontrer la plus-value que peut apporter le réseau de la santé lors de l'élaboration d'une politique dans un autre secteur. Vrai ou faux, les actions ci-dessous favorisent une mise en œuvre réussie de l'approche de la santé dans toutes les politiques. Elle consiste à insister pour que les objectifs du secteur de la santé soient considérés au premier chef. Vrai ou faux, l'action ci-dessous favorise une mise en œuvre réussie de l'approche de la santé dans toutes les politiques, celle d'interpeller un vaste éventail de partenaires issus de tous les secteurs de la population. Et la dernière, l'action qui favorise une mise en œuvre réussie de la santé pour tous, de la santé dans toutes les politiques, est celle d'appuyer principalement sur les structures et processus déjà existants. Nous sommes à 10 minutes dans cette section, mesdames. Parfait. OK. Alors, vous avez répondu vrai au premier énoncé. Ah, c'est un petit peu divisé sur le deuxième. Pour le troisième, vous avez répondu vrai. Attendez que je trouve les... Okay. Le troisième, donc, vous avez dit vrai. Et le dernier, c'est un peu divisé également. Bon. Parfait. Alors, je vais fermer ceci. Alors, le premier énoncé, vous avez bien répondu. Vous avez dit vrai. Là, attendez, je suis dans le deuxième. Excusez, je vais remonter d'un cran. J'espère que je suis capable de faire ça. Non. Précédent. Voilà. Bon, alors, oui, les actions, démontrer la plus-value que peut apporter le secteur de la santé lors de l'élaboration d'une politique dans un autre secteur. Vous avez bien répondu. C'est une façon qui permet d'augmenter l'acceptabilité puis susciter l'adhésion de la population. Puis, on peut contribuer aussi, en plus de démontrer la plus-value, on peut apporter des données sur les déterminants de l'état de santé pour éclairer les décisions. Donc, c'est vraiment des choses que le secteur de la santé peut contribuer dans cette approche-là. Le deuxième énoncé, vous étiez un peu divisé, insister pour que les objectifs du secteur de la santé soient considérés au premier chef. Ici, c'est vraiment parce que ce n'est pas au premier chef. Une des choses qu'il faut vraiment, c'est une approche qui est un petit peu différente, l'approche santé dans toutes les politiques, c'est-à-dire qu'il faut se mettre au service des autres secteurs. Donc, il ne faut pas se mettre en premier lieu. C'est sûr qu'on veut que les autres secteurs tiennent compte du bien-être et de l'équité, mais il faut les aider, il faut qu'on se positionne comme étant là pour les aider à atteindre leurs objectifs et tout en respectant ou en mitigeant éventuellement, atténuant un peu des effets négatifs qu'ils pourraient
susciter, ou encore de renforcer les aspects positifs. Donc, c'est vraiment, je pense qu'il faut d'abord considérer les objectifs des autres secteurs, mais aider les autres secteurs à voir que leurs objectifs ne sont pas sans impact sur la santé et que donc on peut les aider à les ajuster ou ajuster la mise en œuvre ou l'atteinte de ces objectifs-là pour diminuer l'impact potentiel négatif. Donc, je pense que c'est une question un peu plus ambiguë, mais voilà, vous avez été un peu divisé là-dessus. Le troisième énoncé, interpeller un vaste éventail de partenaires issus de tous les secteurs de la population. Je pense que vous avez bien répondu à ça. C'est important d'aller large et de comprendre qu'il n'y a pas de secteur, finalement, dont les choix et les politiques, il n'y a pratiquement pas de secteur qui n'a pas d'impact sur la santé. Et c'est important d'aller chercher donc un ensemble de partenaires parce qu'ils apportent un savoir et des connaissances et des expériences qui nous permettent de mieux cibler, de mieux ajuster l'action qu'on veut mettre en place. Et enfin, s'appuyer principalement sur les structures et les processus déjà existants. Bien, là aussi, vous êtes divisé. On avait répondu faux parce qu'il peut être nécessaire d'élargir et de mettre en place des nouvelles structures. C'est sûr que les structures et les processus qui sont déjà existants, ils peuvent et doivent être mis à contribution. Et ces outils-là, ou ces processus et structures-là, on peut leur ajouter des outils qui permettent de considérer les enjeux de santé. Mais l'approche santé dans toutes les politiques, ça peut aussi s'appuyer sur la création de nouvelles structures ou de nouvelles initiatives qui donc pourraient regrouper des personnes et cette initiative-là pourrait venir du secteur de la santé, mais ça pourrait aussi être quelque chose qui est une initiative d'un autre secteur et auquel le secteur de la santé va se joindre. Mais par ailleurs, il faut noter que s'il y a déjà une approche santé dans toutes les politiques au niveau central ou au niveau plus élevé, disons plus large que celui où on est actif nous-mêmes, c'est une condition qui favorise la présence de processus ou de structures déjà existants et on peut s'appuyer sur cette intention-là d'un niveau supérieur pour dire, bien, pour pouvoir réaliser l'intention qui est exprimée par le niveau supérieur, bien, il nous faudrait des structures ou des processus qui permettront d'avancer dans le sens de la prise en compte de la santé dans toutes les politiques. Alors, je pense que ça fait le tour un petit peu de notre retour sur les concepts. Vous êtes, comme disait Lise, vous êtes pas mal bon. Et on va passer, disons, au cœur ou au plat principal de notre webinaire d'aujourd'hui, qui est la mise en situation. Et Lise, je te laisse je te laisse la parole. Écoutez, on voudrait travailler avec vous pendant 10-15 minutes. On va faire de la façon suivante. On va vous poser 2 questions. Vous allez réfléchir de façon individuelle. Idéalement, écrivez dans le chat parce qu'on va récupérer, nous, le chat pour le partager quand on va revenir avec plus de théorie de façon globale. Alors, et dans le fond, c'est vraiment de réfléchir et de partager sur les aspects plus concrets de l'approche de la santé dans toutes les politiques. L'autre diapo. On a choisi comme mise en situation le transport. Et dans le fond, ce qu'on voudrait que vous fassiez, c'est réfléchir au transport ou à la mobilité comme un déterminant de la santé en considérant les enjeux suivants. L'accessibilité au moyen de transport lui-même, c'est-à-dire que si je suis une personne handicapée ou si j'ai une poussette, est-ce que c'est facile ou pas? Le coût, la sécurité, est-ce que je me sens en sécurité dans les transports? L'accès équitable aux équipements, aux activités, aux services, est-ce que le transport me permet d'aller facilement à l'hôpital, par exemple, ou autre? De sorte qu'on veut que vous pensiez à l'intérieur du déterminant qui s'appelle le transport. Et voici la question, peut-être, OK? Dans le fond, genre, si on se rappelle que c'est le transport et qu'on considère les différents enjeux possibles, l'accessibilité, le coût, la sécurité, l'accessibilité, l'accès équitable, en fonction de votre palier d'action, que vous soyez au local, régional, national ou international, et de votre organisation, comment les enjeux présentés constituent-ils un défi pour votre clientèle ou pour la population visée par votre action? Si moi, je décide de travailler sur le transport, en quoi ce déterminant-là vient jouer dans votre organisation? Et comment vous feriez ça?
Donc, si vous avez des idées, partagez-les nous sur le chat. Gênez-vous pas pour nous écrire vos idées. Alors, on vous invite à utiliser la boîte de discussion au bas de votre écran pour écrire votre réponse ou vos idées de réponse. Merci. Alors, vous semblez un peu timide à utiliser la boîte de clavardage pour répondre. Alors, si vous préférez formuler une réponse verbalement, selon vous, quels pourraient être les défis pour votre clientèle ou pour la population visée par l'action? Levez la main, s'il vous plaît, pour indiquer que vous aimeriez partager votre réponse et nous ouvrirons votre micro. Alors, on a déjà Valérie Coulombe qui indique la disponibilité des horaires sur tout le territoire, soit week-end inclus. Transport pour personnes aînées, souvent un problème majeur. Certains organismes s'occupent d'offrir des services pour aller chez le médecin ou autres, mais c'est limité. C'est un problème aussi pour se servir des activités des centres de vie active. Merci beaucoup. Quelqu'un du côté du Nouveau-Brunswick, Barbara Lausier, qui indique qu'il faut d'abord que le moyen de transport existe pour y accéder. La ruralité au Canada est souvent synonyme de non-disponibilité d'un tel système ou d'un tel service, excusez-moi. Valérie Coulombe ajoute la pluralité de l'offre. J'ai Kadika qui indique de discuter avec les partenaires de l'impact que le transport peut avoir sur la santé. Excusez-moi. Notamment avec la pollution environnementale et favoriser des options de transport durable et vertes. On a Jules Belot qui indique avec le transport constitue l'un des piliers pour avoir l'accès aux soins dans une structure hospitalière, mais cela peut poser un problème d'inaccessibilité par le fait que le ou la patiente n'a pas de moyens, le coût du transport peut être trop élevé et peut considérer un enjeu pour l'accessibilité aux soins. Marianne Boisvert-Moreau indique qu'à Québec, les tensions entre les intérêts des automobilistes et ceux des utilisateurs de transports en commun. Audrey-Anne Després, l'utilisation des transports en commun peut être difficile pour les aînés. La promotion d'initiatives telles que Tango qui accompagnent les aînés lors de leur déplacement dans le but de les rendre autonomes dans l'utilisation des transports actifs est prometteuse. Kathleen Pelletier, région étalée géographiquement, peu de densité de population dans plusieurs zones. Monsieur Bikeda, dans notre région rurale en Afrique, il existe un réel problème de transport des personnes âgées vers les structures de santé pour leur prise en charge. Il n'existe pas non plus un système de soins à domicile pour ces personnes. Monsieur Désiré Nébois
indique qu'une politique de transport en commun permettra de réduire la pollution et les accidents de circulation, mais améliorer l'accessibilité physique et financière à ces moyens de transport en commun, prendre en compte les spécificités des personnes telles que celles des personnes handicapées. Merci beaucoup de vos réponses. On mentionne aussi du côté de Simon Bonelli, enjeu d'accessibilité aux services de soutien à domicile pour les clients en perte d'autonomie. Certains services sont offerts dans d'autres milieux de vie, en périphérie ou en domicile. Merci beaucoup de vos réponses généreuses. Alors maintenant, je vais retourner du côté de nos conférencières. Parfait. Vous avez bien saisi que les enjeux de mobilité vont avoir un impact sur le fait de pas d'aller, en tout cas, on va revenir, mais le fait de ne pas pouvoir, par exemple, aller à l'hôpital, et donc ça risque d'avoir des implications, des impacts sur la santé, tant physique que psychologique. On y reviendra tantôt. Mais la deuxième partie de ma question, c'est une fois que vous avez réfléchi à ces enjeux-là, quel secteur ou partenaire ou regroupement existant devriez-vous solliciter pour réfléchir et éventuellement agir avec eux sur ces défis et problèmes que vous avez soulevés par rapport au transport? La même chose, on vous suggère de nous décrire ça dans le chat si c'est possible, dans la petite boîte de conversation. Par exemple, Monsieur Lefrançois, vous dites que les infrastructures routières sont délabrées. Par conséquent, avec quel secteur, si vous êtes du domaine de la santé, vous auriez intérêt à réfléchir pour essayer d'améliorer les routes chez vous? Je suis en train de faire des choses que je ne peux pas. Il y a quelqu'un qui nous suggère d'interpeller le ministère du Transport, qui est à un niveau très national. Est-ce qu'il y aurait d'autres, pour essayer de faire des pressions sur le ministère du Transport, est-ce qu'il y aurait d'autres associations ou d'autres organisations avec lesquelles on devrait travailler pour, par exemple, forcer le ministère des Transports à adapter le tout pour diverses clientèles? Alors, les réponses vont bon train. Merci beaucoup. Denise Lemire, les services sociaux locaux pour offrir du transport aux personnes aînées qui ne conduisent pas. Thiermo Diallo indique secteur des transports, de l'aménagement, de la santé, des communautés, des organismes non gouvernementaux ou associations œuvrant dans l'aménagement des milieux de vie. Jude Belot, excusez-moi, indique travailler avec les municipalités, les ministères des Affaires sociales, du travail, organismes communautaires. Bigé Kaida, la commune, le système de santé, même avec la mise en place des ambulances médicalisées, les ONG internationales et nationales, on continue dans notre contexte en Afrique, on indique que le transport en commun n'est toujours pas une réalité. Ceci impacte sur la fréquentation des formations sanitaires. À ça s'ajoute le problème des routes. On continue, Claude François, organisation de secteurs de transport, les mairies, organisation de la société civile. Barbara Lausier du côté du Nouveau-Brunswick, l'ensemble des partenaires, décideurs politiques, groupes communautaires, personnes vivant l'iniquité. Cédric Loubamba, ministère de la Cohésion et Aménagement du territoire en France. Désiré Neboua, impliqué des OSC travaillant dans le domaine de la mobilité. Donc, vous avez déjà plusieurs secteurs partenaires à cibler qui sont nommés. On mentionne aussi du côté de Simon Bonelli, le secteur municipal, les tables de concertation des aînés peuvent être d'autres secteurs, des partenaires à approcher sur cette question de la mobilité. Alors, n'hésitez pas à continuer à nous fournir vos pistes de réponse très généreuses.
MRC, municipalité, éducation, les CIUS, Direction régionale de santé publique et communauté des personnes vulnérables. Donc, on continue à avoir de très bonnes pistes du côté d'Erika Da Silva. Kathleen Pelletier mentionne les MRC, municipalité, éducation, milieu communautaire, secteur privé, organismes environnementaux, regroupements de citoyens. On parle aussi des communautés autochtones. Marcel Wanga-Roa mentionne développer des secours communautaires pour aller se chercher des partenaires et d'autres secteurs. Donc, vous ratissez très large dans l'exploration de secteurs et de partenaires à aller mobiliser. C'est bon. Oui. Peut-être, Lucie, on pourrait continuer. Oui, Merci beaucoup pour vos réponses. Alors, on va partager avec vous. Là, je ne comprends pas. Il s'est passé quelque chose que je ne voulais pas. Je veux partager mon écran à nouveau. Je ne comprends pas trop pourquoi, quel piton j'ai touché, là. Excusez-moi. Bon, voilà. Alors, nous, on avait choisi le secteur des transports parce qu'on trouve que c'est un secteur qui, a priori, peut sembler éloigné de la santé, mais qui, en fait, peut avoir un impact important sur le bien-être et l'équité. Et on va vous présenter une analyse qui est structurée selon un cadre qui a été développé par l'Institut national de santé publique. Vous allez voir la référence à la fin de la présentation. Alors, voici un petit peu le cadre sur lequel on s'est basé. Je vous inviterai à considérer d'abord la ligne du bas. Parce que notre première question, c'était en quoi est-ce que les enjeux de transport présentent un défi pour votre clientèle? Puis, nous, ce qu'on allait chercher un petit peu, c'était, mais en termes de leur santé, qu'est-ce que ça peut avoir sur votre clientèle, le fait que des transports soient ou non accessibles? Alors, ça peut avoir un impact en termes de bien-être physique, santé cardiovasculaire, santé respiratoire, des traumatismes, meilleure alimentation. Vous auriez pu nous dire, ben oui, moi, j'ai des patients qui ont des problèmes respiratoires, ils ne peuvent pas venir, puis là, la pollution qui a augmenté par le fait qu'il n'y a pas de transport en commun fait en sorte qu'ils sont encore moins bien. Ou bien le bien-être mental ou psychosocial, ils sont stressés, ils ont des sentiments, une perte de sentiment de sécurité, etc. Donc, c'est un petit peu les impacts sur la santé que peut avoir un problème de mobilité ou de transport. Mais si on remonte un petit peu, nous, quand on a pensé à tout ça, on s'est dit, mais les enjeux d'accessibilité pour des personnes, pour prendre vraiment, avoir accès au service de transport lui-même, mais aussi avoir accès à différents services, les coûts, la sécurité, la pollution, bien, tout ça, ça entraîne des impacts sur des effets sur les déterminants de la santé, comme l'accès équitable aux activités, aux équipements, aux services, au travail, aux études. Vous avez beaucoup nommé ça dans vos commentaires. Ça peut aussi, les décisions ou les politiques qui se prennent en lien avec la mobilité peuvent contribuer à un apaisement de la circulation, donc une amélioration de la sécurité routière. Ça peut favoriser des déplacements actifs qui sont bons pour la santé physique, mais santé mentale aussi probablement. On peut espérer diminuer l'exposition aux polluants par des politiques qui sont dans le domaine de la mobilité et des transports. On pourrait, dans la façon dont on organise les transports en commun, favoriser la prévention des agressions parce qu'il peut y avoir des préoccupations par rapport à, pour certaines personnes par rapport à l'utilisation des services de transport en commun. Et évidemment, la participation sociale en favorisant non seulement l'accès aux services et au travail, etc., mais aussi à se joindre à des amis ou à la famille ou à des activités communes ou communautaires là, qui permettent de mieux se sentir faire partie d'une communauté et être en lien avec notre environnement social. Donc, c'est important de regarder tout ça parce que on veut illustrer par là ce qu'on appelle le chemin causal, c'est-à-dire quand on parle avec les gens qui sont dans le secteur du transport, ils ne font peut-être pas nécessairement le lien entre le transport et, disons, une amélioration de la cohésion sociale. Mais effectivement, si on leur explique ce lien-là entre les différents aspects qui sont liés à la mobilité, comment ça touche à certains déterminants de la santé et comment ça a un impact sur la santé et le bien-être de la population, bien, ils vont mieux comprendre la réflexion qu'on veut leur faire quand ils sont en train de développer les politiques en lien avec la mobilité. Donc, de pouvoir bien expliquer,
bien illustrer ces liens-là entre les décisions d'un secteur donné. Ici, on a montré l'exemple du transport, ça serait la même chose pour l'éducation, pour l'environnement, pour le travail, etc. Donc, là, aider, et nous, on fait d'abord l'effort du côté de la santé de se dire, oui, c'est quoi les liens qu'il y a entre ces différentes choses-là qui amènent jusqu'à un bien-être et une équité plus grande dans la population. Mais il faut partager ça aussi, non seulement avec les gens des autres secteurs, mais probablement avec la population en général aussi et nos différents partenaires, là, les différents partenaires avec qui on interagit. Donc, quand on parle dans certains outils de travail sur l'approche santé dans toutes les politiques, d'illustrer un chemin causal, c'est à ça qu'on fait référence, c'est-à-dire donc les liens entre le secteur en question et comment ça peut aboutir à une meilleure santé et une plus grande équité dans la population. Par ailleurs, quand on a réfléchi aux partenaires et secteurs à mobiliser, puis là, vous avez été vraiment très large et vous avez bien compris l'esprit de l'approche santé dans toutes les politiques, bien, il faut aller chercher des partenaires dans les organisations de la société civile, les institutions, des associations de personnes âgées ou handicapées, pour donner cet exemple-là, mais ça peut être d'autres types de personnes vulnérables, des regroupements de familles, des clubs de loisirs peut-être qui pourraient bénéficier d'un meilleur accès à leur offre de services. Les différents secteurs, l'éducation, les loisirs, évidemment le transport, l'environnement, le secteur municipal. Donc, c'est un peu des exemples que nous, on s'est donnés. Vous êtes allés pas mal dans tous ces points-là. Je pense que vous avez bien compris l'importance d'être très intersectoriel. Et pour ce qui est des regroupements, bien, ça serait dans un premier temps auprès des regroupements au palier où vous êtes actif et éventuellement remonter ou descendre de palier. Là, dans les regroupements, bien, les tables de quartier, des comités intersectoriels ou multisectoriels, des tables de concertation de différents niveaux, etc. Vous avez, encore une fois, bien mentionné toutes ces possibilités-là. Et je souligne à nouveau que s'il y a une approche qui est favorisée par le niveau central, l'approche santé dans toutes les politiques, mais ça va favoriser la présence de regroupements multisectoriels au palier régional, au palier local, et peut-être même donner un incitatif pour mettre en place ce type de concertation ou de regroupement. Mais quand on continue la réflexion suite à ça, on veut, dans l'approche santé dans toutes les politiques, aller un petit peu plus loin, c'est-à-dire de se dire, bien là, oui, on a réuni certains partenaires, on a vu comment la situation par rapport au transport peut avoir un impact sur la santé des populations qu'on dessert, soit parce qu'elles n'ont pas accès à des services de différents ordres, pas seulement des services de santé, mais qui pourraient contribuer à faire qu'elles soient en meilleure santé ou qu'elles aient un plus grand bien-être ou une plus grande équité. Mais il faut aller un peu plus loin quand on est en santé dans toutes les politiques et le palier central, par exemple, pourrait avoir et développer des politiques et des plans d'action relatifs au transport ou à la mobilité, des projets de développement d'axes routiers ou ferroviaires ou de transport en commun. Ce sont toutes des politiques ou des plans d'action qui seraient intéressants pour lesquels il serait intéressant de faire valoir l'importance de réfléchir à l'impact sur la santé quand le palier central développe ce type de politique publique. Au palier régional et local, bien, des plans de transport en commun, des politiques d'accessibilité aux services, par exemple, ou des politiques familiales, des politiques de loisirs. Il peut y avoir quand même un éventail assez large de politiques de niveau régional ou local qui pourraient faire en sorte qu'on a un meilleur accès au transport pour pouvoir avoir accès aux services dont on a besoin. On va vous donner d'autres exemples sur la politique, sur des politiques qui sont en lien plus peut-être avec l'aménagement du territoire, mais c'est pour vous donner d'autres exemples. Alors ici, au palier national, il pourrait y avoir des lois sur les compétences municipales qui donneraient, par effet, si on veut, indirect, là, plus de pouvoir aux municipalités pour prendre des décisions par rapport au transport en commun, par rapport à des coûts, à l'accessibilité, les horaires, etc. La loi sur les cités et les villes aussi donne des pouvoirs aux villes et aux municipalités par rapport à des enjeux d'aménagement du territoire ou de décisions par rapport à comment les quartiers, la vie des quartiers s'organise. Des lois sur l'aménagement et l'urbanisme, des orientations gouvernementales à l'aménagement du territoire. Au palier supralocal, ici, l'exemple est plus peut-être avec une terminologie du Québec, là,
les municipalités régionales de comté ou bien les communautés métropolitaines, bien, des plans d'aménagement et de développement ou des schémas d'aménagement ou de développement. Et au niveau municipal, bien, le plan d'urbanisme, les règlements qui sont en lien avec ça, des programmes particuliers d'urbanisme qui peuvent être des outils, des politiques publiques qui vont pouvoir améliorer l'accès au transport. Mais d'autres exemples, d'autres outils, bien, le plan d'aménagement d'ensemble, les plans de revitalisation urbaine, il y a des plans de mobilité durable ou active aussi, des plans par rapport aux parcs et aux espaces verts. J'ai parlé de politique familiale, politique des aînés, des plans de développement de la zone agricole. Alors, il s'agit d'un groupe, de certains exemples là, qui pourraient faire en sorte que vous pourriez décider avec les partenaires que vous avez réunis pour réfléchir à ça ensemble, bien dire, mais sur quoi est-ce qu'on pourrait agir, nous, au niveau où on se trouve et dans le contexte actuel là, de politiques qui peuvent nous être accessibles en termes d'influence, parce qu'il s'agit ici d'influencer les décideurs dans le sens de tenir compte de la santé dans les décisions qu'ils prennent. Mais on voudrait quand même, si on a quelques minutes, vous entendre si vous avez des constats, des ajouts ou des améliorations à partager par rapport à l'analyse ou de l'effet possible du transport sur les déterminants de la santé et le bien-être, ou si, bon, vous avez quand même peut-être d'autres partenaires que vous auriez identifiés dans vos échanges sur lesquels on n'est pas revenu, ou d'autres commentaires ou sections, ou questions, dis-je, avant de passer à la conclusion. Nathalie, oui, en fait, Dr Lemieux et Mme Renaud, on avait une première question qui nous venait de Kathleen Pelletier concernant le niveau central. Ce que vous avez mentionné tout à l'heure quant au niveau central, elle dit le niveau central n'est-il pas un passage obligé puisque le contexte global dans l'approche systémique de la santé influence définitivement. Là, je suis en train de me lire, puis j'ai de la misère à lire les autres paliers d'information et les différents milieux de vie. Donc, à savoir que est-ce qu'il ne devrait pas y avoir davantage au niveau central. En fait, Mme Pelletier, si vous êtes en ligne et que vous voulez reformuler votre question, n'hésitez pas à demander et on vous accordera la parole. Mais c'était toute l'importance de considérer le niveau central. Oui, oui. Je pense que c'est vrai qu'avoir une approche qui est centrale va débouler, si on veut, auprès des niveaux plus proximaux. Mais parfois, c'est plus difficile à un groupe de personnes d'avoir accès jusqu'au niveau central. Et il faut aussi se souvenir qu'il y a des choses au niveau assez proche de nous sur lesquelles on peut avoir peut-être un peu plus d'influence, parce que c'est plus facile d'influencer peut-être des gens mais ça dépend à quel secteur on est actif aussi. Mais c'est sûr qu'une approche qui toucherait tous les paliers de façon concomitante ou cohérente, c'est ça qui est le plus efficace. Et de favoriser la mise en place d'une approche santé dans toutes les politiques au niveau central, je l'ai dit à plusieurs reprises, ça fait que cette approche-là est déjà mieux accueillie ou perçue comme étant plus pertinente et plus faisable aux différents niveaux là, régional ou municipal. Mais je pense qu'il faut tenir compte aussi de la faisabilité. Qu'est-ce qu'on est capable de changer là, avec le groupe de personnes qu'on a pu réunir à notre niveau? Donc, si on a des acteurs qui ont des entrées, si on veut, au niveau central, bien oui, il faudrait probablement faire des représentations et essayer de se faire entendre à ce niveau-là. Mais si on est dans un secteur plus municipal ou une action plus de proximité, mais il ne faut pas se dire qu'on va attendre que le niveau central bouge pour que nous, on puisse avancer. L'autre chose, c'est que si on est en contact avec d'autres regroupements qui sont à un niveau plus proche, mais à différents endroits dans la même région, bien là, on peut aussi se regrouper pour essayer de faire avancer les choses au niveau régional. Merci. Et au niveau des partenaires, on a Michel Kerr qui mentionne aussi le ministère de l'Agriculture comme étant un partenaire important. Et il mentionnait aussi les entreprises de coton. Oui, mais c'est vrai, puis je pense qu'il faut penser assez largement. A priori, le ministère de l'Agriculture peut être un peu éloigné de notre préoccupation, mais les enjeux ruraux, urbains
par rapport au transport, c'est majeur. Par rapport à l'accès aux services, l'accès au travail, à l'éducation, etc. Donc là, il y a tout un domaine qui pourrait demander aussi une réflexion et peut-être de rejoindre des partenaires un peu plus larges que ceux qu'on a nommés jusqu'à date. Et je pense que le ministère de l'Agriculture est tout à fait pertinent dans ça parce qu'il y a l'aménagement du territoire, mais aussi l'acheminement de personnes. Enfin, moi, je pense que ce qu'il faut, c'est il faut penser large. Il faut se dire, bien, on peut avoir des gens auxquels, a priori, on ne penserait pas, mais quand on se regroupe, on a des idées plus diversifiées, puis ça nous permet d'élargir ça. Mais l'enjeu rural-urbain est important aussi. On ne l'a pas particulièrement souligné dans notre analyse, mais je pense que vous en avez bien parlé dans les réponses que vous avez faites à la mise en situation. Et là, il y a tout aussi probablement des stratégies ou des façons de travailler ensemble qui sont différentes selon qu'on est au niveau rural ou en milieu urbain. Oui, et on a deux personnes qui ont demandé la parole. Donc, il y a M. Claude François qui aimerait formuler une question et également, on va préparer M. Marcel Ouanagouara comme autre personne à posant des questions. Alors, M. François, êtes-vous en ligne? Oui, d'accord, merci. Alors, je vous félicite pour cette brillante présentation. Donc, concernant l'amélioration du transport, je pense qu'il faudrait former aussi des groupes de pression afin que le pouvoir central, le gouvernement en particulier, puisse se sensibiliser afin d'arriver au changement souhaité. Il faut aussi mobiliser la presse, les journalistes en quelque sorte. Merci. Oui, merci. Ce sont des commentaires tout à fait pertinents. Des groupes de pression, mais c'est sûr que si on forme une table de concertation ou si on a dans les gens qu'on a réunis autour de nous des représentants on parlait de regroupement d'aînés ou de regroupement de personnes vulnérables ou des regroupements d'utilisateurs des transports en commun. Je pense que ça, c'est tout à fait pertinent d'encourager leur travail et de faire valoir leurs enjeux et leurs demandes auprès des décideurs. Mobiliser la presse également. Je pense qu'un plan de communication, on en a parlé un petit peu lors du premier webinaire, l'importance des plans de communication dans l'approche santé dans toutes les politiques, parce que oui, il faut faire connaître à la fois, faire comprendre comment les décisions des différents secteurs peuvent améliorer le bien-être et réduire les inégalités, mais aussi sensibiliser la population en général quand c'est des décisions ou des enjeux qui peuvent être soulevés, par exemple, lors d'une campagne pour des élections municipales ou des choses comme ça. Je pense que là, mobiliser la presse est tout à fait pertinent. Merci beaucoup. Et en attendant que M. Marcel... Ah, Marcel, M. Marcel, vous êtes en ligne. Allez-y, s'il vous plaît. Alors, bonjour, je ne sais pas si vous m'entendez. Oui, très bien. OK, donc tout juste, le nom c'est Marcel Wangrawa. Je travaille avec la Croix-Rouge au niveau des zones de conflit. Et je vois que cette approche, elle est plus dans des zones plus ou moins stables. Et dans les zones de conflit, c'est un peu plus compliqué. Je voulais tout juste partager l'expérience de la Croix-Rouge qui essaie d'organiser les communautés à travers les First Aid dans les zones où effectivement on a des difficultés de pouvoir mobiliser les politiques au niveau central pour pouvoir intervenir. On a des groupes armés qui sont là, qui empêchent les gens de se déplacer et les communautés s'organisent. Souvent, on voit des malades qui sont transportés avec des ânes au niveau des centres de santé. Et même, il y a des brancards de fortune qui sont organisés, qui sont faites dans certaines zones assez montagneuses pour pouvoir transporter les patients au niveau des hôpitaux. Je pense que ce type d'actions aussi sont à mettre en valeur par rapport aux organisations qui interviennent sur le terrain. Merci. Oui, merci, M. Marcel. C'est vrai que ce dont on parle jusqu'à date s'applique beaucoup mieux dans des contextes où il n'y a pas le chaos qui peut entourer une situation de conflit. Et par contre, c'est peut-être possible quand même de faire
comprendre, même à l'intérieur d'une zone où il y a des conflits, de partager les difficultés. Il y a peut-être des représentations qu'on peut faire et au moins faire entendre autour de soi les problèmes que ça cause. Mais j'avoue que de passer là, à une approche santé dans toutes les politiques, quand on est dans une zone où il y a énormément de chaos et de conflits et d'enjeux de sécurité, c'est beaucoup plus difficile. Je salue le travail que font les organisations comme la Croix-Rouge dans ces milieux-là parce que c'est des conditions très, très difficiles. Et puis, merci beaucoup. Et puis, on a aussi un commentaire de la part de Philomène Tichouaka, excusez-moi pour la prononciation de vos noms de famille, qui indique comme autre partenaire potentiel à penser quand on parlait de la thématique de transport, c'est celui de la police pour réglementer ou ne serait-ce que pour faire la circulation dans le cas où est-ce qu'il n'y a pas de feu de circulation et tout ça. Donc, merci beaucoup, Philomène, à cet effet. Il nous reste quelques minutes encore, 4 à 5 minutes. J'aurais le goût, les participantes et participants en ligne, on a parlé de la question de transport aujourd'hui pour appliquer la question de l'approche de la santé dans toutes les politiques. Dans votre coin de pays, si vous pensez à mettre de l'avant ou appliquer l'approche de la santé dans toutes les politiques, est-ce qu'il y a une thématique sur laquelle il vous semble que ce serait peut-être plus propice ou plus facile peut-être de débuter le travail de l'approche de santé dans toutes les politiques? Quelle serait cette thématique? Alors, vous pouvez demander de répondre à cette question ou vous pouvez nous échanger aussi, toujours en utilisant la boîte de clavardage. Et alors que vous vous prononcez sur cet élément-là, comment est-ce que vous voyez l'approche de la santé de toutes les politiques appliquée chez vous? Sur quel thème ce serait? Il va y avoir un sondage qui va vous apparaître à l'écran pour évaluer le webinaire. Donc, vous pouvez répondre aux questions de sondage d'évaluation du webinaire tout en poursuivant la question. Donc, vous appliquerez... Elles paraissent à l'écran maintenant. Donc, si vous aviez appliqué l'approche de la santé dans toutes les politiques dans votre coin de pays, quel thème pourrait être un sujet par lequel vous pourriez commencer dans votre coin, si ça vous dit quelque chose? Alors, voyez les questions. En attendant, les questions simplement pour l'évaluation du sondage, vous pouvez les faire défiler. Lorsque vous avez terminé jusqu'au bas, vous pouvez cliquer « Soumettre ». Je vais peut-être, pendant que les gens font ça, quand même faire une petite conclusion. Là, on a vu un peu aujourd'hui comment les actions d'un secteur qui semble loin de la santé peuvent en fait influencer plusieurs aspects de la santé mentale et physique et influencer l'équité en santé. Et on a constaté largement que l'apport de différents partenaires permet d'étoffer un argumentaire en ce sens et que de participer à des mécanismes de collaboration ou les mettre en place constitue un levier qui pourrait influencer ou faire émerger des politiques favorables à la santé, au bien-être et à l'équité. Et on voulait rajouter un petit peu que si vous pensez que vous aimeriez pousser un peu plus loin avec le niveau local, bien, il y a des outils qui existent pour vous appuyer dans la collaboration avec le niveau municipal ou local. J'avais mentionné lors du webinaire précédent un document de Florence Morestin qui est publié par le Centre de collaboration nationale en politique publique en politique publique et santé. Comment collaborer avec les municipalités, un guide pratique pour les acteurs de santé publique. Et ce guide-là peut être utile pour approcher des décideurs de d'autres paliers. Puis il est prévu déjà par le CCN-PPS de présenter cet outil-là lors d'un webinaire à l'automne prochain. Et les infolettes là, de Société Santé en français ou du REFIPS vont vous tenir informés de cette activité-là. Alors, c'est un petit peu une chose qu'on voulait souligner parce que ça permet d'aller un peu plus loin dans la réflexion plus concrète. Si jamais, par exemple, vous réunissez un ensemble d'acteurs et vous dites oui, on voudrait approcher le niveau décisionnel, ça peut être intéressant de regarder ce guide-là, même s'il est construit pour le contexte canadien et même s'il est assez axé sur le niveau local. En fait, les principes peuvent être tout à fait pertinents ailleurs qu'au Canada et auprès de niveaux autres que le niveau local, mais restez à l'affût parce que vous allez avoir l'occasion d'entendre parler un peu plus de ce guide-là.
Et je voulais peut-être ajouter que Tierno Diallo a mentionné que l'aménagement du territoire pourrait être une thématique à utiliser comme projet pilote pour tester cette approche-là de la santé dans toutes les politiques dans son coin. Merci beaucoup pour cette contribution. Donc, je crois qu'on est, je ne sais pas quelle heure il est. Alors, mesdames, Renaud et Lemieux, je tiens à vous féliciter pour cette présentation de qualité que vous nous avez offerte aujourd'hui. Ça a été très apprécié et on aimera certainement vous retrouver à l'automne prochain pour une suite de ce webinaire sur l'approche de la santé dans toutes les politiques. Je vous remercie et pour toutes je tiens à rappeler à tous que l'enregistrement du webinaire et la présentation qui a eu lieu aujourd'hui seront disponibles sur le site de la Société Santé en français dès la semaine prochaine. Alors, merci beaucoup, mesdames. Et merci à vous, participantes et participants, pour vos interactions et vos contributions aujourd'hui. Bonjour et à la prochaine. Merci. Merci, Nathalie.